aventures savantes ont été si souvent définies et redéfinies, ils ont été casés avec tant de précision dans nos dictionnaires qu'ils sont vraiment devenus des instruments de la pensée. Ils ont perdu leur puissance d'onirisme interne. Pour revenir à cet onirisme qui tient au nom, il faudrait pousser une enquête sur des noms qui rêvent encore, des noms qui sont des enfants de la nuit. Précisément, quand Clémence Ramnou étudie la philosophie héraclitéenne, elle mène son enquête, comme l'indique le sous-titre de son livre, en cherchant l'homme entre les choses et les mots. Et les mots des grandes choses comme la nuit et le jour, comme le sommeil et la mort, comme le ciel et la terre, ne prennent leur sens qu'en se désignant comme des couples. Un couple domine un autre couple engendre un autre couple. Toute cosmologie est une cosmologie parlée. En faisant des dieux, on brusque la signification, mais vu de plus près, comme le font les historiens modernes, comme le fait Clémence Ramnou, le problème ne se simplifie pas aussi rapidement. En fait, dès qu'un être du monde a une puissance, il est bien près de se spécifier soit comme puissance masculine, soit comme puissance féminine. Toute puissance est sexuée. Elle peut même être bisexuée. Jamais elle ne sera neutre. Jamais au moins elle ne restera longtemps neutre. Quand une trinité cosmologique est retenue, il faut la désigner comme 1 plus 2, tel le chaos d'où sortent l'érébos et la nix, avec des significations qui évoluent de l'humain au divin, des faits tangibles à des songes. Les mots reçoivent une certaine épaisseur de signification. Mais dès qu'on a compris que toute puissance s'accompagne d'une harmonique de sexualité, il devient naturel d'ausculter les mots valorisés, les mots qui ont une puissance. Dans notre vie de civilisé à l'époque industrielle, nous sommes envahis par les objets. Chaque objet est le représentant d'une foule d'objets. Comment un objet aurait-il une puissance puisqu'il n'a plus d'individualité? Mais allons un peu vers le lointain passé des objets, restituons nos rêveries devant un objet familier, puis rêvons plus loin encore, si loin même que nous allons nous perdre dans nos rêveries quand nous voudrons savoir comment un objet a pu trouver son nom. En rêvant entre choses et non dans la modestie des êtres familiers comme Clémence Ramnou le fait dans les ténèbres héraclitéennes pour les grandeurs de la destinée humaine, l'objet, le modeste objet, s'en vient à jouer son rôle dans le monde qui rêve dans le petit comme dans le grand. La rêverie sacralise son objet. Du familier aimé au sacré personnel, il n'y a qu'un pas. Bientôt l'objet est une amulette. Il nous aide et nous protège dans la vie. Son aide est maternelle ou paternelle. Toute amulette est sexuée. Le nom d'une amulette n'a pas le droit de se tromper de genre. De toute façon, faute d'être instruit dans les problèmes de la linguistique, nous n'avons pas la prétention dans ce livre de loisirs d'instruire le lecteur. Ce n'est pas à partir d'un savoir qu'on peut vraiment rêver, rêver sans retenue, rêver en une rêverie sans censure. Je n'ai pas d'autre but dans le présent chapitre que de présenter un cas, mon cas personnel, le cas d'un rêveur de mots. Mais des explications linguistiques approfondiraient-elles vraiment notre rêverie? Notre rêverie sera toujours plutôt excitée par une hypothèse singulière, voire aventureuse, que par une démonstration savante. Comment ne pas être amusé par le double impérialisme que Bernardin de Saint-Pierre accorde à la dénomination? Ce grand rêveur ne disait-il pas « Il serait assez curieux de rechercher si les noms masculins ont été donnés par les femmes et les noms féminins par les hommes aux choses qui servent plus particulièrement aux usages de chaque sexe, et si les premiers ont été faits du genre masculin parce qu'ils présentaient des caractères de force et de puissance, et les seconds de genre féminin parce qu'ils offrent des caractères de grâce et d'agrément. Becherel, qui, dans son dictionnaire à l'article genre, cite Bernardin de Saint-Pierre sans référence, est sur ce problème un lexicographe tranquille.
Il se débarrasse du problème comme tant d'autres en disant que pour les êtres inanimés, la désignation en masculin et en féminin est arbitraire, mais est-il si simple pour peu qu'on rêve de dire où s'arrête le règne de l'animé? Et si c'est l'animé qui commande, ne faut-il pas mettre en première ligne les plus animés de tous les êtres, l'homme et la femme, qui l'un et l'autre vont être des principes de personnalisation? Pour Schelling, toutes les oppositions ont été traduites quasi naturellement dans une opposition du masculin et du féminin. Toute dénomination n'est-elle pas déjà une personnification? Et étant donné que toutes les langues désignent par des différences de genre les objets comportant une opposition, et étant donné que nous disons par exemple le ciel et la terre, ne sommes-nous pas singulièrement tout près d'exprimer ainsi des notions spirituelles par des divinités masculines et féminines? Ce texte apparaît dans l'introduction à la philosophie de la mythologie de Schelling. Il nous indique le long destin de l'opposition des genres qui va en passant par l'homme des choses aux divinités. Et c'est ainsi que Schelling peut ajouter: on est presque tenté de dire que la langue elle-même est une mythologie privée de sa vitalité, une mythologie pour ainsi dire exsangue, et qu'elle a conservé seulement à l'état abstrait et formel ce que la mythologie contient à l'état vivant et concret. Qu'un si grand philosophe aille si loin, cela signifie peut-être un rêveur de mots qui redonne dans sa rêverie un peu de vitalité aux oppositions effacées. Pour Proudhon, dans toutes les espèces d'animaux, la femelle est ordinairement l'être le plus petit, le plus faible, le plus délicat. Il était naturel de désigner ce sexe par l'attribut qui le caractérise, et pour cet effet le nom s'allonge d'une terminaison particulière, image des idées de mollesse, de faiblesse et petitesse. C'était une peinture par analogie, et le féminin constitua d'abord dans les noms ce que nous nommons diminutifs. Dans toutes les langues, la terminaison féminine fut donc plus douce, plus tendre, si l'on peut dire, que celle du masculin. Cette référence au diminutif laisse en suspens bien des songes, en suspense bien des songes. Il semble que Proudhon n'ait pas rêvé à la beauté de ce qui devient petit, mais la mention qu'il fait d'une vocalité tendre, attachée au mot féminin, ne peut manquer d'avoir un écho dans la rêverie d'un rêveur de mots. Mais tout n'est pas dit avec l'emploi de syllabes bien codifiées. Parfois, pour exprimer toutes les finesses psychologiques, un grand écrivain sait créer ou susciter des doublés sur le thème des genres et mettre en bonne place un masculin et un féminin bien associés. Par exemple, quand des feux follets, êtres d'une sexualité bien indécise, doivent séduire des hommes ou des femmes, ils deviennent justement, selon l'être, à égarer flambette ou flamboire. Gare aux flamboirs, fillette, gare aux flambettes, nigo. George Sand dans Légende rustique. Comme cet avis sonne bien pour qui sait aimer avec les passions requises et les mots, et dans le monde sinistre pour effrayer davantage soit une femme, soit un homme, les noirs corbeaux deviennent de grosses coires. George Sand. Tout ce qui est conflit ou attraction dans le psychisme humain est précisé, est accentué quand on ajoute à la plus ténue des contradictions, à la plus confuse des communions, les nuances qui font les mots masculins ou féminins. Aussi, quelle mutilation doivent recevoir les langues qui ont perdu par un vieillissement de leur grammaire les vérités premières du genre, et quel bienfait on reçoit du français langue passionnée qui n'a pas voulu conserver un genre neutre, ce genre qui ne choisit pas alors qu'il est si agréable de multiplier les occasions de choisir. Mais donnons un exemple de ce plaisir de choisir, de ce plaisir d'associer le masculin et le féminin. Une rêverie de mots vient donner je ne sais quel piment à la rêverie poétique. Il nous semble que la stylistique aurait intérêt à adjoindre à ces différentes méthodes d'examen une enquête un peu systématique sur l'abondance relative des masculins et des féminins. Mais dans ce domaine, une statistique ne serait pas suffisante. Il faut déterminer des poids, mesurer la tonalité des préférences. Pour se préparer à ces mesures sentimentales du vocabulaire d'un auteur, peut-être faudrait-il, je suis tout confus de donner ce conseil, accepter de devenir en quelques bonnes heures de repos un rêveur de mots. Mais si j'hésite sur la méthode, j'ai plus confiance dans les exemples vécus par les poètes. Voici d'abord entre le masculin d'un mot et le féminin
un modèle d'union. Le bon curé Jean Perrin rêve, parce qu'il est poète, de marier l'aurore avec le clair de lune. Jean Perrin dans la colline d'Ivoire. C'est bien là un souhait qui ne viendra jamais sur les lèvres d'un pasteur anglican condamné à rêver dans une langue sans genre. Pour ce mariage, des mots célébrés par le poète, qu'elles pendent à la haie ou qu'elles pendent au buisson, toutes les cloches des liserons en la paroisse de Farmoutier sonnent à toute volée. Un deuxième exemple sera bien différent. Il dira dans les objets la royauté du féminin. Nous l'emprunterons à un conte de Rachilde. C'est un conte de jeunesse. Elle a dû l'écrire dans le temps où elle écrivait Monsieur Vénus. Rachilde y veut dire la ruée des fleurs qui vont guérir la plaine de Toscane ravagée par la peste. La rose est alors le féminin énergique, conquérant, dominateur. Les roses, bouches de braise, flammes de chair, léchées d'incorruptibilité des marbres. D'autres roses d'une espèce raccrocheuse envahissent le clocher, lançant par une ogive la forêt de leurs épines féroces. Elle s'agrippa, cette espèce accrocheuse. Le long d'une corde, la fit onduler sous le poids de ses jeunes têtes. Et quand elles sont à 100 à tirer sur la corde, on entend le tocsin. Les roses sonnaient le tocsin. À l'incendie du ciel amoureux s'ajoute la fournaise de leur odeur passionnée. Alors, l'armée des fleurs répond aux appels de sa reine pour que la vie florale triomphe de la vie maudite. Les plantes, au nom mâle, suivent en une cadence moins ardente l'élan général des chèvrefeuilles aux pistiers digités avancés comme sur des mains griffues. Les chiens-dents, les lycopodes, les résédas, plèbes vertes et grises se multipliaient en d'immenses tapis par-dessus lesquels courait l'avant-garde des liserons fous, porteurs de coupes d'où ruisselait une ivresse bleue. Ainsi, dans un tel texte, les noms masculins et féminins sont bien triés, nettement confrontés. On en trouverait aisément d'autres preuves si l'on poursuivait tout le long du conte de Rachilde l'analyse par le genre que nous esquissons d'une rose qui lèche un marbre. Les psychanalystes feraient aisément une histoire, mais en donnant des responsabilités psychologiques trop lointaines à la page poétique, ils nous priveraient de la joie de parler. Ils nous retireraient les mots de la bouche. L'analyse d'une page littéraire par le genre des mots, la génoanalyse court sur des valeurs qui paraîtront superficielles aux psychologues, aux psychanalystes et aux penseurs, mais elle nous paraît une ligne d'examen. Il y en a bien d'autres pour ordonner les simples joies de la parole. De toute façon, versons la page de Rachilde au dossier du surféminin, et pour éviter toute confusion, rappelons que Rachilde a publié en 1927 un livre sous le titre « Pourquoi je ne suis pas féministe ?» Ajoutons enfin, en nous appuyant sur des exemples comme ceux que nous citons, que des pages fortement marquées par un genre grammatical privilégié ou soigneusement équilibrées sur les deux genres masculin et féminin perdent une partie de leur charme si on les traduit dans un langage asexué. Nous répétons cette remarque à l'occasion d'un texte bien caractéristique, mais elle ne quitte pas notre pensée. Ce sera toujours un argument polémique pour nous donner confiance en nos songes de lecture. Lisons donc en gourmand des textes qui nourrissent notre manie, sans retentir au féminin des noms de la prairie et de l'aube. Comment bien vivre ce souvenir d'un adolescent qui attend qu'on l'aime? Apparu dans la blonde prairie, l'aube courtisée de gros coquelicots pudibonds. Saint-Georges de Bouélier dans l'hiver en méditation. Coquelicot, rare fleur au masculin, qui tient mal ses pétales, car rien effeuille, qui défend sans vigueur le rouge masculin de son nom. Mais les mots avec leur tempérament propre, déjà se courtisent, et c'est ainsi que par la voix du poète, la blonde aurore taquine le rouge coquelicot. En d'autres textes de Saint-Georges de Bouélier, les amours de l'aube et du coquelicot sont moins douces, et si l'on ose dire moins préalables, l'aurore gronde dans le tonnerre des coquelicots. Quant à l'amante du poète, la douce Clarisse, de trop grands coquelicots lui inspire de l'effroi.
Un jour vient où, passant de l'enfance à un âge plus viril, le poète peut écrire « Je cueillis d'énormes coquelicots sans m'enflammer à leur contact. Les feux masculins des coquelicots ont cessé d'être pudibonds. Il y a ainsi des fleurs qui nous accompagnent toute la vie, changeant un peu leur être quand changent les poèmes. Où sont les vertus champêtres des coquelicots d'antan ? Pour un rêveur de mots, le mot coquelicot prête à rire. Il sonne trop bruyamment. Un tel mot est difficilement le germe d'une rêverie agréablement poursuivie. Bien habile serait le rêveur de mots qui trouverait à coquelicot une contrepartie féminine qui mettrait en mouvement la rêverie. La marguerite, autre mot apoétique, n'y pourrait rien. Il faut bien plus de génie pour faire des bouquets littéraires. Nous aurons plus agrément à rêver les bouquets que Félix prépare pour Madame de Mortesauf dans le Lys dans la vallée, tels qu'ils sont écrits par Balzac. Outre des bouquets de fleurs, ce sont des bouquets de mots, voire des bouquets de syllabes. Un génos analyste les entend dans le juste équilibre des mots féminins et masculins. Voici les roses du Bengale, clairsemées parmi les folles dentelles du docus, les plumes de la linaigrette, les marabouts de la reine des prés, les ombellules du cerfeuil sauvage, les mignons sautoirs de la croisette au blanc de lait, les corymbes des millefeuilles. Balzac, dans le Lys dans la vallée. Les ornements masculins viennent aux fleurs féminines et réciproquement. On ne peut écarter l'idée que l'écrivain a voulu ces équilibres. De tels bouquets littéraires, un botaniste des champs les voit peut-être, mais un lecteur sensibilisé comme Balzac, aux mots masculins et féminins, les entend. Les pages entières s'emplissent de fleurs vocales. Autour du col évasé de la porcelaine, supposez une forte marge uniquement composée d'étouffes blanches particulières au sédum des vignes en Touraine, vague image des formes souhaitées roulées comme celles d'une esclave soumise. De cette assise sortent les spirales des liserons à cloches blanches, les brindilles de la behugrane rose, mêlées de quelques fougères, de quelques jeunes pousses de chêne aux feuilles magnifiquement colorées et lustrées. Toutes s'avancent prosternées humblement comme des saules pleureurs, timides et suppliantes comme des prières. Un psychologue qui croirait aux mots pénétrerait peut-être la composition sentimentale de tels bouquets. Chaque fleur y est un aveu discret ou éclatant, médité ou involontaire. Parfois une fleur dit une révolte, parfois une soumission, un chagrin, un espoir. Et quelle participation à l'amour écrit si nous-mêmes, simples lecteurs, nous nous imaginions à la table de travail du romancier. Balzac lui-même n'a-t-il pas dit que toutes les parures florales de ses pages étaient des fleurs de l'écritoire ? Balzac, en ces pages où le roman s'arrête, tandis que s'assemblent les bouquets, est un rêveur de mots. Les bouquets de fleurs sont des bouquets de noms de fleurs. Quand les mots féminins viennent à manquer dans une page, le style prend un caractère massif, inclinant à l'abstrait. L'oreille d'un poète ne s'y trompe pas. Claudel dénonce ainsi chez Flaubert la monotonie d'une harmonie célibataire. Les terminaisons masculines dominent, terminant chaque mouvement par un coup mat et dur sans élasticité et sans écho. Le défaut du français qui est de venir d'un mouvement accéléré se précipiter la tête en avant sur la dernière syllabe n'est ici pas lié par aucun artifice. L'auteur semble ignorer le ballon des féminines, la grande aile de l'incidente qui, loin d'alourdir la phrase, l'allège et ne lui permet de toucher à terre que tout son sens épuisé. Paul Claudel dans Position et Proposition. Et dans une note qui devrait attirer l'attention des stylisticiens, Claudel montre comment une phrase peut vibrer en intercalant une incidence féminine. Supposons, dit-il, que Pascal ait écrit « L'homme n'est qu'un roseau ». La voix ne trouve aucun appui sur et l'esprit demeure dans un suspense pénible. Mais il a écrit « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant ». Et la phrase vibre tout entière avec une ampleur magnifique. Dans une autre note, Claudel ajoute « Il serait injuste d'oublier que parfois Flaubert a abouti à certaines réussites modérées. Par exemple,
et moi sur la dernière branche j'éclairais avec ma figure les nuits d'été. Edmond Gilliard, dans Hymne terrestre. Quand on s'adonne avec prédilection à de telles rêveries de mots, il est bien réconfortant de rencontrer en ces lectures un frère en chimère. Je lisais dernièrement les pages d'un poète qui, au fait de l'âge, est plus audacieux que moi. Il veut, quand un grand mot se prend à rêver en sa propre substance, le mettre qu'on trouve tout usage au féminin. Pour Edmond Gilliard, c'est d'abord le mot silence qu'il rêve de sentir en sa féminité essentielle. Pour lui, la vertu du silence est toute féminine. Il doit laisser toute parole pénétrer en lui jusqu'à la matière du verbe. J'ai peine, dit le poète, à maintenir devant silence l'article qui le définit grammaticalement masculin. Peut-être le mot silence a-t-il reçu la dureté masculine parce qu'on lui donne le temps impératif. Silence, dit le maître qui veut qu'on l'écoute les bras croisés. Mais quand le silence apporte la paix dans une âme solitaire, on sent bien que le silence prépare l'atmosphère pour une anima tranquille. L'examen psychologique est ici offusqué par des preuves prises dans la vie quotidienne. Il n'est que trop facile de caractériser le silence comme une retraite pleine d'hostilité, de rancune, de bouderie. Le poète nous sollicite à rêver bien au-delà de ces conflits psychologiques qui divisent les êtres qui ne savent pas rêver. On sent bien qu'il faut franchir une barrière pour échapper au psychologue, pour entrer dans un domaine qui ne s'observe pas, où nous-mêmes nous ne nous divisons plus en observateurs et observés. Alors le rêveur est tout fondu en sa rêverie et sa vie silencieuse. C'est cette paix silencieuse qui veut nous communiquer le poète. Heureux qui connaît, heureux même qui se souvient de ces veillées silencieuses où le silence même était le signe de la communion des âmes. Avec quelle tendresse, se souvenant de ces heures, Francis James pouvait écrire « Je te disais, tais-toi quand tu ne disais rien ». Alors s'ouvre la rêverie sans projet, la rêverie sans passé, tout à la présence de la communion des âmes dans le silence et la paix du féminin. Après le silence, c'est l'espace qu'Edmond Gilliard a entouré d'une rêverie féminine. Ma plume bute, dit-il sur l'article qui étrangle l'accès de l'étendue acceptatrice. L'inversion masculine de l'espace insulte à sa fécondité. Mon silence est féminin, étant de la nature de l'espace. En cahotant deux fois les routines de la grammaire, Edmond Gilliard trouve la double féminité du silence et de l'espace, l'une soutenant l'autre. Pour mieux tenir encore le silence dans les gîtes de la féminité, le poète veut que l'espace soit une outre. Il tend l'oreille à l'ouverture de l'outre pour que le silence lui fasse entendre les rumeurs du féminin. Il écrit « Mon outre est une grande ouverture d'écoute. Dans une telle écoute, des voix vont naître, nées de la fécondité toute féminine du silence et de l'espace, de la paix silencieuse de l'étendue. » Le titre de la méditation poétique d'Edmond Gilliard est « Triomphe du féminin, revenance de l'outre ». Est-ce l'oreille qui est écorchée quand un grand écrivain met outre au masculin? Voltaire ne dit-il pas « Seigneur, on ne mange pas mon basilic, je l'ai mis dans un petit outre bien enflé et couvert d'une peau fine », cité par Poitevin, la grammaire, les écrivains et les typographes modernes. Le psychanalyste aura vite fait de mettre son étiquette « Retour à la mer tel sur un tel poème », mais le doux travail des mots n'est pas expliqué par une détermination aussi générale. S'il s'agit simplement d'un retour à la mer, comment expliquer une rêverie qui veut transformer la langue maternelle? Ou encore comment des pulsions si lointaines venant d'un attachement à la mer peuvent-elles être si constructives dans le langage poétique? La psychologie du lointain ne doit pas surcharger la psychologie de l'être présent dans son langage, vivant dans son langage. Les rêveries poétiques naissent aussi, quel qu'en soit le lointain foyer des forces vives du langage. L'expression réagit fortement sur les sentiments exprimés, en se contentant de répondre par la seule mention « retour à la mer » à des énigmes qui se multiplient en s'exprimant.
le psychanalyste ne nous aide pas à vivre la vie du langage, une vie parlée qui vit dans la nuance, par la nuance. Il faut rêver davantage, rêver dans la vie même du langage pour sentir comment, suivant l'expression de Proudhon, l'homme a pu donner des sexes à ses paroles.